Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce dimanche. Depuis le déclenchement de la crise sanitaire du Covid au Maroc, les initiatives royales se multiplient pour une meilleure gestion de cette crise et pour atténuer ses effets. Partout, le royaume est cité en exemple à suivre, de la création du fonds de gestion de la pandémie jusqu'au renforcement de la souveraineté vaccinale. La riposte a été proactive et prospective. Et après des mois de stabilisation, le royaume entre dans une nouvelle vague, une courbe qui repart à la hausse. Les indicateurs sont alarmants suite à la propagation du variant Delta qui serait le plus dominant au niveau national. Éclairage dans ce journal avec professeur Mohamed Amin Barrahou qui nous rejoindra par Skype de Fès. Également à la une ce dimanche, lancement des 2 premiers vols commerciaux Maroc-Israël. Au départ de Tel Aviv, ils ont atterri dans la journée sur le tarmac de l'aéroport de Marrakech-Menara. De quoi promouvoir la destination Maroc auprès du marché israélien qui compte une diaspora marocaine de près de 800 000 personnes. D'abord, ce rappel de l'activité royale. Mercredi dernier, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de Son Altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan et de Son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a accompli à Fès la prière de Aïd al-Adha béni. Au vu de la poursuite des mesures préventives qu'implique l'évolution de la situation sanitaire, Sa Majesté le roi a bien voulu accomplir la prière de l'Aïd sans prêche, à l'instar des membres de son peuple fidèle. Et ce rappel à présent du communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonçant qu'il a été décidé le report de toutes les activités, festivités et cérémonies prévues à l'occasion du 22e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres, en prenant en considération la poursuite des mesures préventives imposées par l'évolution de la situation sanitaire. Il a été décidé le report de la cérémonie de réception que préside Sa Majesté le roi en cette glorieuse occasion, la cérémonie de prestation de serment des officiers, lauréats des différentes écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils, et la cérémonie d'allégeance d'Amir al-Mu'minin et de tous les défilés et manifestations auxquels assistent un grand nombre de citoyens. En cette glorieuse occasion, Sa Majesté le roi adressera un discours à son peuple fidèle. Depuis le déclenchement de la crise sanitaire au Maroc, la gestion de la pandémie a été des plus salutaires. Grâce aux initiatives royales, des mesures d'urgence sanitaire, économiques et sociales ont été déployées pour atténuer les effets du Covid-19 sur la population et les secteurs vitaux. Retour sur les principales initiatives royales dans ce sujet de Nawal Gourari et Mohamed Aitleshker. Le virus à couronne a certes surgi de quelque part, pas de nulle part, et a mis à genoux le monde de la planète Terre, ses habitudes, son économie, ses systèmes de santé, ses communications. La pandémie a pris de court tout le monde et pour y faire face, il fallait innover, faire preuve de perspicacité, anticiper. Rares sont alors les pays à avoir déployé en des temps records des initiatives de clairvoyance pour faire surgir de la crise sanitaire des forces de résilience et de relance. À l'instar de cette campagne d'envergure de solidarité lancée sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, c'était le 15 mars de l'année dernière. Le souverain donnait alors ses hautes directives pour la création d'un fonds de gestion de la crise sanitaire. Un fonds pour le soutien de l'économie nationale, la préservation des postes d'emploi et l'allègement de l'impact social de l'épidémie sur les foyers et les familles marocaines confinées. Très rapidement, la gestion de la crise sanitaire s'érige en modèle au plan continental, indemnité forfaitaire pour les salariés et pour le secteur informel, équipement des hôpitaux, mobilisation des professionnels de la santé, y compris la santé militaire et ses infrastructures hospitalières, mobilisation de l'administration territoriale. Le Maroc, sur hautes orientations royales, parvient ainsi à cerner l'épidémie et à donner à son système de santé les moyens de résilience.
L'entreprise marocaine innove de son côté, réaménage ses chaînes de production pour produire notamment des masques pour le pays et pour d'autres pays du monde. La biotechnologie déploie son savoir-faire, des usines conjuguent leurs efforts pour innover. Le Maroc produit des respirateurs artificiels, des kits de dépistage, entre autres, et mobilise des aides d'urgence au service de pays africains sur haute directive de Sa Majesté le roi Mohammed VI. La gestion exemplaire par le Maroc de l'épidémie englobe très tôt la composante vaccinale. Le choix est rapidement porté sur la contribution du pays aux essais cliniques d'un candidat vaccin pour pouvoir ainsi se positionner dans la course à l'acquisition, justement, des vaccins. Et c'est grâce à cette vision royale que le Maroc parvient à faire partie des premiers servis en lot de vaccins Sinopharm puis AstraZeneca. Sa Majesté le roi Mohammed VI donne l'exemple et le coup d'envoi d'une campagne nationale de vaccination qui permet au Royaume du Maroc, dès les premières semaines, de figurer parmi les 6 pays ayant le plus vacciné leur population au plan mondial. La vaccination bénéficie à tous, citoyens et résidents étrangers, et elle est gratuite pour tous. La crise de la pandémie apporte son lot d'enseignements, dont celui de l'importance de bâtir sa propre souveraineté sanitaire. Le Maroc, sous l'impulsion et à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI, s'est engagé désormais sur cette voie, avec des accords signés avec le géant chinois Sinopharm. Objectif, la production au Maroc du vaccin anti-Covid ainsi que d'autres vaccins clés, de manière à promouvoir l'autosuffisance du royaume et de faire du Maroc une plateforme de biotechnologie de premier plan à l'échelle du continent africain et mondial. Très bientôt, le Maroc produira pas moins de 5 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 par mois. Un nouveau chantier royal qui consacre le rayonnement international du Maroc et renforce sa vocation de pourvoyeur de sécurité sanitaire au sein de son environnement régional et continental. Notre coup d'œil quotidien de la situation épidémiologique chez nous, 4110 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. 30 décès à déplorer. Les cas actifs sont toujours en hausse, 26 080. Les cas sévères ou critiques ont atteint 713, dont 23 placés sous intubation. Le nombre des primo-vaccinés est de 11 748 418, alors que celui des personnes complètement vaccinées s'élève désormais à 9 797 720. La situation sanitaire est inquiétante. Hier, le pays a enregistré un record de contamination. Près de 5 500 cas. C'était le bilan le plus élevé jamais signalé depuis plus de 8 mois. L'inquiétude porte essentiellement sur la population jeune, chez qui les contaminations progressent très rapidement. La propagation du variant Delta y est pour beaucoup, car plus transmissible et plus contagieux. Et vous le voyez clairement sur la courbe, le Maroc entame une nouvelle vague qui, selon les experts, pourrait être 2 à 3 fois plus rapide que celle de 2020. La situation épidémiologique se dégrade et de fausses informations y trouvent un terrain fertile. Beaucoup de gens attrapent le Covid en se vaccinant. Une aberration, ou encore même les vaccinés vont en réanimation. Cela existe, mais en dehors de la crise sanitaire. Il y a toujours eu des patients en réanimation. Pour y voir plus clair, nous avons avec nous en direct par Skype professeur Mohamed Amin Barrahou. Vous êtes médecin, épidémiologiste. Bonsoir à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Quel est aujourd'hui le profil du patient sous ventilation ? Salam alaikum, bonsoir Chériman et bonsoir aux téléspectateurs. Donc le profil des cas qui sont hospitalisés dans les services de réanimation et ventilés, principalement ce sont des personnes non vaccinées ou incomplètement vaccinées. Je rappelle que pour déclarer quelqu'un complètement vacciné, il doit recevoir les 2 doses et on patiente 2 semaines après la 2e dose pour le déclarer complètement vacciné. Donc principalement les cas qui sont hospitalisés, ce sont des cas non vaccinés ou incomplètement vaccinés. Ça veut dire qu'ils ont reçu juste une dose ou la durée après la 2e dose était insuffisante pour le déclarer complètement vacciné. Donc principalement ça. En plus de cela, c'est des sujets qui ont un profil de morbidité. L'âge, par exemple, des sujets âgés, et la comorbidité la plus importante qu'on retrouve dans les services de réanimation,
c'est le diabète suivi par les maladies cardiovasculaires. Les diabétiques représentent pour les sujets hospitalisés une part importante dans les services de réanimation, une part très très importante des sujets ventilés. Alors professeur, des rumeurs circulent comme quoi il y a beaucoup de personnes complètement vaccinées en réanimation. Qu'en est-il au juste ? C'est totalement faux. Comme je l'ai dit, il y a principalement dans les services de réanimation et de soins intensifs, ce sont des sujets qui sont non vaccinés ou incomplètement vaccinés. Mais malgré cela, il y a quelques cas, bien évidemment, de sujets qui sont totalement vaccinés. Mais il faut savoir que pas obligatoirement lorsqu'on reçoit le vaccin, on est à 100% protégé. La vaccination, il permet de réduire la probabilité d'être infecté, la probabilité surtout d'avoir une forme grave. Il existe dans les services de réanimation quelques cas, et ces cas donc sont liés principalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont liés à la présence de comorbidités et de facteurs de vulnérabilité. Ce sont des sujets principalement âgés, avec beaucoup de comorbidités, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires. Lorsqu'on vaccine quelqu'un, la réaction de son corps, l'immunité, il dépend de la réaction de son corps. Chez certaines personnes qui ont des facteurs de vulnérabilité, on voit une immunité insuffisante des fois. Donc, c'est une rumeur qui est fausse. Il y a peu de sujets qui sont totalement vaccinés, qui sont hospitalisés, mais principalement, ils présentent d'autres facteurs de vulnérabilité. Et professeur, c'est quoi ce fake news sur un imaginable lien entre l'acte de la vaccination et la contamination par le virus ? Les vaccins sont développés principalement pour procurer à la population une immunité. Bien évidemment, les phases d'essai et l'étude de la sécurité des vaccins. Ce sont des vaccins qui sont sûrs, c'est-à-dire qu'ils n'entraînent pas, entre autres, qu'ils n'entraînent pas la maladie pour laquelle on les administre pour l'éviter. Donc, c'est totalement faux. Je rappelle, par exemple, pour les vaccins qui sont utilisés au Maroc, on a le vaccin Sinopharm, qui est basé sur le principe d'un virus inactivé. Ça veut dire qu'il garde ses caractéristiques antigéniques pour permettre au corps de le reconnaître et de développer l'immunité, mais sans une capacité d'entraîner l'infection parce qu'il est totalement inactivé. Pour le deuxième vaccin, donc, qui est le vaccin AstraZeneca, donc, qui se base sur la technique de vecteur, donc il y a une partie du virus coronavirus, donc qu'on introduit dans un virus qui est totalement inoffensif pour l'être humain. Donc les vaccins n'entraînent pas la maladie. Ça, c'est une fausse information. Donc ils sont dédiés pour développer l'immunité chez la population. Et avant de nous quitter, professeur, que conseillerez-vous à tous ceux qui nous regardent ce soir, surtout à ceux qui ont attrapé le virus, un peu comme vous ces derniers temps? D'ailleurs, vous êtes confinés avec votre famille dans le respect du protocole sanitaire. Donc, je rappelle que la vaccination, elle est importante. Il permet de réduire la probabilité d'être infecté et surtout la probabilité d'avoir une forme grave. J'invite les gens qui ne sont pas encore vaccinés de le faire. Ils vont se protéger et protéger leur entourage et aider aux efforts pour atténuer la dynamique de cette épidémie. Mais j'invite les sujets qui sont vaccinés de veiller au respect des mesures. La vaccination, il protège contre les formes graves, mais il ne protège pas contre la transmission. Donc, il faut veiller au respect des mesures. Et j'invite aussi toute la population, chacun de nous, il doit veiller au respect des mesures individuelles. On est dans une phase critique de l'évolution de l'épidémie. Les mesures qui sont instaurées, les mesures générales qui ont été instaurées, à mon avis, sont insuffisantes pour pouvoir freiner cette épidémie si on n'associe pas les efforts individuels. Chacun de nous doit respecter les mesures pour qu'on puisse donc freiner cette épidémie. Je rappelle, d'ici début du mois d'août, si on continue avec cette tendance, on va observer en moyenne plus de 250 nouveaux cas de réanimation. Donc, vous imaginez bien avec moi la tendance. Donc, pour pouvoir freiner cette épidémie, chacun de nous doit contribuer par les efforts individuels et veiller au respect des mesures. Professeur Mohamed Amin Berhou, médecin épidémiologiste, professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Bon rétablissement, merci pour cette contribution. Vous étiez en direct par Skype de Fès. C'est d'ores et déjà chose faite. Ce dimanche est marqué par le lancement de la première ligne commerciale directe entre Israël et le Maroc. 2 vols au départ de Tel Aviv et à destination de Marrakech ont atterri en début d'après-midi sur le tarmac de l'aéroport Marrakech-Menara. Un mémorandum d'entente a été signé entre l'ONMT et la compagnie aérienne israélienne El Al pour définir le cadre de la promotion de la destination Maroc. Avec une diaspora marocaine estimée à 800 000 personnes, le marché israélien représente un fort potentiel. Amina Allah, Mohamed Hassan Mskour, Mariam Messi. Un
water salute ou le salut arrosé pour accueillir, comme le veut la tradition, le premier vol commercial direct entre Israël et le Maroc. 13 heures sur le tarmac de l'aéroport international Marrakech-Ménara, l'ambiance est à la fête. 100 passagers ravis de fouler enfin le sol du royaume après près de 2 ans d'absence forcée par la pandémie. Je suis heureux en tant que fils marocain, attaché indéfectiblement à ce peuple, à ce pays, à notre roi, Sa Majesté Mohammed VI, Allah Inso, d'être ici pour l'écriture de cette page dans l'histoire de la relation des deux pays. Mes parents sont nés au Maroc. J'ai visité pour la première fois le pays en 1950. Depuis, je m'y rends presque chaque année. Un voyage au goût de la nostalgie. C'était aussi le cas pour les passagers du second vol de la compagnie nationale israélienne El Al. Aussitôt arrivé, l'émotion des retrouvailles prend le dessus. Refouler la terre des ancêtres sans devoir transiter par d'autres pays, comme une délivrance chez ces touristes, pour beaucoup originaires du Maroc. Je suis très heureuse d'être au Maroc. Ce n'est pas ma première fois ici, mais le voyage direct a pour moi un goût particulier. C'est le début d'une belle histoire basée sur la paix entre les deux pays. Une histoire marquée par beaucoup d'enthousiasme. Le mois prochain, les vols seront à l'arrêt. D'abord car le mécanisme implémenté pour les visas n'est pas encore à jour, puis en raison des directives relatives à la gestion Covid. L'ouverture de la ligne aérienne directe Tel Aviv-Marrakech à raison de 2 à 3 vols commerciaux par semaine. Un nouvel élan insufflé aux accords touristiques et commerciaux entre les deux pays. Un mémorandum d'entente vient d'être signé aujourd'hui entre l'ONMT et la compagnie aérienne El Al. À la clé, la promotion de la destination Maroc. Un mémorandum d'entente sur une coopération commerciale entre l'Office national marocain de tourisme et El Al qui va aider à la visibilité du Maroc en Israël et qui va aussi aider au développement de la connectivité aérienne entre les deux pays. Ils sont 80 000 Israéliens à visiter chaque année le Maroc. À compter du 10 août prochain, ils pourront profiter de 3 rotations hebdomadaires vers l'aéroport international Mohammed V de Casablanca. Avant le lancement en septembre de vol d'une 3e compagnie aérienne à Rakia. Nous mettons le cap sur le complexe artisanal de Dakhla, vitrine d'un riche savoir-faire ancestral. Maroquinerie, bijouterie, broderie, cet espace de production et de commercialisation est un repère pour la population locale. Les touristes désireux de se procurer des objets d'artisanat authentiques. Reportage Bkardimi Mohamed Iddas, Zakari Mouqin Billah et Nisri El-Hamdawi. Au complexe d'artisanat de Dakhla, des femmes artisanes font perpétuer un savoir-faire séculaire et authentique, le travail du cuir. Salka tient ce savoir-faire de sa mère et de sa grand-mère. Tout un art qu'elle entend transmettre aux jeunes générations. L'artisanat traditionnel étant fortement imprégné par le mode de vie des nomades et les activités d'élevage. Nous sommes fiers de préserver ce savoir-faire et de perpétuer la tradition. Nous tenons cet artisanat de nos ancêtres qui ont beaucoup fait pour nous apprendre les différentes techniques. Regroupées en coopérative, ces femmes essayent d'apporter leur propre touche dans le respect des procédés traditionnels. Dessins, ornements, broderies, tout un processus de confection pour le travail du cuir de chèvre ou de dromadaire. Sacs, ceintures, selles de dromadaire et autres accessoires sont produits par ces coopératives. Le cuir sert à la confection de coussins et d'autres articles à usage domestique, des accessoires de dromadaire utiles aux nomades, des accessoires pour l'homme ou la femme et des produits relatifs à la tente et aux différents aspects de la vie dans le désert. Le travail du cuir, une pratique traditionnelle qui résiste au vent de la modernité. Comme d'autres filières de l'artisanat, ce savoir-faire est apprécié pour sa valeur historique et culturelle.
Et c'était le clap de fin de cette édition. Restez avec nous tout de suite, Raïma Belouchi, pour le tour d'horizon quotidien des JO de Tokyo. Bonne soirée à tous.